Je m'appelle Charlotte et je trouve qu'on vit dans un pays formidable. Les terroirs, la gastronomie, les paysages. Mais ce que j'aime le plus, sans doute, c'est les rencontres. Si comme moi, vous êtes convaincus que les plus belles découvertes se font souvent au bout de la rue, alors nous sommes faits pour nous entendre. Nous sommes aujourd'hui dans l'Aube, à Troyes. Je vous ai concocté un programme riche en découvertes et en rencontres. Première étape de notre journée, l'Hôtel Dieu le Comte. C'est ici que le département de l'Aube organise ses expositions. Et justement, on a la chance d'arriver en plein montage d'Archéaube, l'expo phare de cette année. J'ai rendez-vous avec Nicolas, il est conservateur du patrimoine. Nicolas, on est dans un département qui a une richesse assez incroyable en fait culturellement. Oui, exactement. L'Aube est un département qui a une richesse assez exceptionnelle pour toutes les périodes historiques et préhistoriques, si l'on peut dire. L'Aube est, vous le savez, marquée pour le Moyen-Âge par les foires de Champagne. Troyes va rayonner sur l'Occident médiéval du fait de ces foires. Troyes, Bar-sur-Aube également, Provins bien évidemment. Et puis Troyes va connaître, et l'Aube vont connaître un second âge d'or, si on peut dire, au XVIe siècle, avec une efflorescence de la sculpture, une efflorescence du vitrail, qui vont véritablement marquer les esprits et laisser de très belles traces dans le patrimoine mobilier, dans les musées, dans les églises du département. Et alors justement, toute cette richesse, on peut la retrouver ici, à l'Hôtel Dieu. Alors oui, on peut retrouver toute cette richesse ici à l'Hôtel Dieu et puis dans bien d'autres musées de la ville de Troyes. Mais l'Hôtel Dieu a cette particularité de présenter tous les ans une exposition différente, portée par le conseil départemental de l'Aube et qui vise à présenter un des pans de la richesse du département, de la richesse patrimoniale du département. Alors on a eu des expos sur un peu toutes les périodes intéressantes. Exactement. Je parlais du beau 16e tout à l'heure, en 2009. En 2012, ça a été une exposition sur les Templiers, puisque l'ordre du Temple est né évidemment à Jérusalem, à Naplouse, mais aussi à Troyes, puisque le concile s'est tenu à la cathédrale de Troyes, le concile de création de l'ordre du Temple. En 2013, ça a été l'ouverture de l'espace de préfiguration de la cité du Vitrail. En 2014, la campagne de France. Napoléon a des liens très étroits avec ce territoire, il y a été formé, il y a mené les dernières batailles, les dernières grandes batailles de la campagne de France en 1814. Et puis en 2015, ça a été le 9e centenaire de l'abbaye de Clairvaux. En 2016, la Grande Guerre. En 2017, un peintre verrier, Louis-Germain Vincent Larcher. Et là, cette année, en 2018, nous abordons un sujet qui nous amène hors de l'histoire, dans la préhistoire, dans la proto-histoire, puisque à travers l'exposition Archéaube des premiers paysans au Prince de Lavaux, on balaye quelques 6 millénaires d'histoire du territoire. Parce qu'en fait, l'Aube, archéologiquement, a un patrimoine assez incroyable. Il y a plein de découvertes qui ont été faites ici. Il y a énormément de découvertes qui ont été faites, alors pour plusieurs raisons. D'abord des découvertes anciennes par des fouilleurs et des archéologues amateurs au 19e, au début du 20e siècle. Et puis toutes ces richesses ont été encore enrichies par les fouilles préventives qui sont menées depuis une trentaine d'années. Alors là, à l'instant où on tourne, l'expo n'ouvre que dans 2 jours. Alors nous sommes encore en travaux, nous sommes encore en montage, en soclage, mais nous serons prêts pour ouvrir demain, enfin inaugurer demain en fin de journée, et puis ouvrir au grand public samedi matin. Et donc pour Terre de France, en avant-première, l'expo Archéaube. Ça sert à quoi? Oui, ça coule. Des extraits silex. Et d'ailleurs, nous avons des vidéos qui montrent un peu les techniques de polissage. Là, on retrouve la carte du département, c'est ça? Tout à fait. Donc, c'est l'implantation, l'évolution géologique du département avant le néolithique. D'accord. Donc ça, c'est parce qu'on est dans la première salle d'introduction. Alors, je vous présente Claudie, justement, qui a été aux manettes dans la préparation de cette exposition. Alors, une exposition que tu as voulu accessible. Voilà, l'archéologie est quand même un domaine bien particulier, bien compliqué à comprendre et donc il y a vraiment du scientifique, des choses à voir magnifiques, mais aussi accessibles de par ces dessins que l'on voit sur les murs. Oui, on se projette et qui tout de permet suite. tout de suite de se projeter dans la vie
vie de ces aubois, hein, entre guillemets, à l'époque du néolithique, du bronze et puis du fer. Alors justement, au néolithique, là on est dans la première salle de l'exposition qui en compte 3. Le néolithique, qu'est-ce qui se passe ici ? Alors, au néolithique. Au néolithique, donc les villages se forment, les gens se groupent aussi. La particularité du département, c'est ces échanges avec l'ouest et puis avec l'est. Ces gens qui viennent et qui passent dans l'Aube et qui pour certains s'arrêtent et amènent leur savoir-faire, leurs nouvelles techniques et leur façon de vivre qui est différente. Un département multiculturel où il y a eu beaucoup de passages, un peu comme ici aujourd'hui d'ailleurs, parce qu'on est encore là, on est dans le montage de l'exposition, donc il y a des gens partout qui s'activent. Voilà, on entend les travaux qui ne sont pas encore terminés. Qu'est-ce qu'on trouve comme objet particulier dans cette première salle ? Alors l'objet, c'est aussi les outils, c'est tout ce dont se servaient ces personnes du néolithique, donc beaucoup d'os, beaucoup de pierres, c'est l'âge de le pierre, le silex, le feu, les outils fabriqués en silex, en cornes d'animaux, tout était bon pour creuser, piocher, chercher avec de la matière minérale et animale. D'accord, donc on est vraiment plongé dans la vie quotidienne. Dans la vie quotidienne, à l'âge de pierre, voilà, c'est tout à fait ça. Et alors la salle suivante, qu'est-ce qu'on y trouve ? Alors, la salle suivante, c'est vraiment une révolution industrielle, c'est l'âge du bronze, avec cet alliage de cuivre et d'étain qui arrive chez nous. En fait, nous avons la chance d'avoir un fleuve, la Seine et l'Aube, qui fait que les gens se sont implantés auprès de ces cours d'eau, et ce qui fait que les échanges sont beaucoup plus faciles par voie navigable. On va la découvrir ? Tout à fait. Claudie, moi je suis super impressionnée par ces armures parce qu'on s'imagine les hommes dedans en fait. Tout à fait. Elles ont été découvertes pas loin d'ici alors ? Elles ont été découvertes à Marmès, oui. C'était le département à côté. Et donc elles servaient à protéger les hommes parce que déjà la guerre était bien implantée. La découverte du bronze a été quelque chose d'incroyable pour tout ce qui est justement matériel, que ce soit des haches qui servaient aussi bien à se défendre qu'à travailler, que ces épées qui étaient fabriquées en série. Avec la fabrication des moules, on pouvait à présent faire des épées, multiples épées. Vraiment, c'est la première fois qu'on fabrique des choses pour tuer des gens. Exactement. Avant, c'était des massues, mais qui servaient aussi à autre chose. Exactement. L'âge de la guerre. Ça correspond aussi à une sédentarisation, à l'envie de défendre son territoire. À une richesse, à des élites qui s'implantent de plus en plus. Et il y a des bagarres, pour le territoire. Enfin, rien n'a changé dans ce monde. C'est toujours pareil. Ça s'active derrière nous et on a la chance aujourd'hui, comme on est en montage, d'être avec Bastien. Bastien qui est archéologue, alors qui non seulement a travaillé sur cette exposition, mais en plus a fait une découverte incroyable près d'ici il y a 4 ans, c'est ça ? Il y a 3 ans, on a fini la fouille en fait, de la tombe princière de Lavaux, donc une découverte vraiment exceptionnelle à plus d'un titre. C'est l'histoire d'une fouille préventive classique au départ qui aboutit à une découverte comme on n'en fait qu'une fois dans un siècle. En fait. Alors c'est une tombe princière, c'est ça ? C'est une tombe princière et c'est une tombe qui est intégrée à un immense monument funéraire qui fait presque 1 hectare, c'est gigantesque, c'est l'équivalent d'une pyramide pour nous. Génial. Et c'est un très vaste caveau funéraire qui accueille en fait la dépouille ce qu'on appelle un prince celte qui a vécu vers le début du 5e siècle avant notre ère. Et qui se fait enterrer en fait avec ses attributs de pouvoir, donc son char de combat. Ah, il y avait un char Il y avait un char à 2 roues dans la tombe, oui, elle a suffisamment de place pour ça. Et puis évidemment tous ces bijoux en or, en différents matériaux, en ambre notamment. Et puis un extraordinaire dépôt de vaisselle qui sert pour le banquet, notamment ce très grand chaudron en bronze. On pourrait presque se baigner dedans, tellement il est grand. Et alors un prince celte, qu'est-ce qu'il faisait ici ? On est chez les Celtes, en fait, on est à la marge de ce qu'on appelle le domaine alstatien, c'est-à-dire une entité géographique qui s'étend en aire des Alpes et qui partage, une même organisation sociale au 6e, au 5e siècle avant notre ère, avec au sommet de la hiérarchie ces personnages très puissants que sont les princes, qui sont en contact avec les peuplades de la Méditerranée, qui échangent notamment du vin, des vaisselles précieuses, des choses comme ça, en contrepartie peut-être d'esclaves ou de métaux. Et puis donc, ces princes, en fait, ils règnent sur des territoires qui doivent être l'équivalent de nos départements actuels,
Il contrôle les voies de circulation, notamment les fleuves, et c'est bien le cas ici. En fait, à Lavaux, on est juste à côté de la Seine. Et traditionnellement, la Seine, c'est la route de l'étain, donc l'étain qui part vers la Méditerranée pour les productions de bronze grec et étrusque. D'accord. Et donc toi, tu es responsable de ce trésor. J'étais, oui, responsable scientifique de la fouille. Des fouilles comme ça, on en fait des centaines en France chaque année. Ouais. Mais des découvertes comme ça, en revanche, c'est beaucoup plus rare. La dernière en France, ça remonte à 1953, c'était la tombe de Vix. Ça doit être une émotion incroyable, non? C'est une émotion incroyable. Déjà, c'est un cheminement pour se rendre compte de l'importance de la découverte. Et c'est une fouille où les surprises ne s'arrêtent jamais. On tombe d'abord sous le chaudron, on comprend que c'est un objet unique au monde. Et puis, on gratte encore quelques centimètres, on tombe sur une céramique grecque. Qu'est-ce qu'elle fait là, à 2000 km de la Méditerranée? C'est incroyable. C'est fou. Et on continue, on retrouve autant d'objets incroyables, le torque en or notamment. Et alors tous ces objets, ou en tout cas une partie, se retrouvent ici dans l'exposition Archéaube. Et puis donc elles sont dans cette salle qui est dédiée à l'âge de fer. Voilà, c'est la troisième salle, donc la salle de l'âge du fer. On va découvrir un peu les ancêtres du prince, en tout cas ceux qui ont façonné ces premiers réseaux de contact avec la Méditerranée, qui ont échangé du bronze notamment. On va trouver notamment l'ancêtre du prince avec son épée en fer. Et puis une vitrine est consacrée donc à une partie des objets découverts dans la tombe princière. Parmi les plus prestigieux, donc on va trouver notamment le torque et les bracelets en or qui sont vraiment les attributs de pouvoir du prince. Un torque, qu'est-ce que c'est? Un torque, c'est un collier rigide qu'on porte autour du cou. Donc c'est vraiment une pièce extrêmement intéressante sur le plan artistique qui montre notamment des sortes de monstres ailés, donc des dragons, des lions avec des ailes. Voilà. Qui symbolisait quoi par exemple? Enfin, ces monstres, on a beaucoup de mal à le lire puisque c'est celles qui ne nous ont pas laissé de texte écrit. Donc, voilà, donc il y a encore des mystères. Il y a beaucoup de mystères, notamment à travers leur art qui est extrêmement foisonnant, qui est magnifique et qu'il faut interpréter, mais on a beaucoup de peine à le faire en l'absence de texte en fait. Donc du coup, vraiment, si vous passez à Troyes, il faut absolument voir ce trésor. Merci beaucoup Bastien d'avoir été avec nous. C'est une vraie chance d'avoir pu assister aux derniers préparatifs du lancement de cette expo et surtout de rencontrer Bastien. Pour en savoir plus sur l'exposition, rendez-vous sur terredefrance.tv. On a beaucoup parlé de bronze, de fer durant cette visite. Et ça tombe bien car il y a une personne que j'ai très envie de vous présenter, Samuel. Samuel est forgeron et son atelier est installé du côté de Brienne-le-Château, à plusieurs kilomètres de Troyes. Alors si vous passez à Saint-Léger-sous-Brienne, il faut vous arrêter dans la forge de Samuel. Samuel, est-ce que tu es né dans le coin? Je suis briennois, oui. Ah oui. Je suis briennois. Et donc c'est ici que tu t'es dit que le forger le métal, ce serait ton métier? Enfin, tu avais quel âge? Quand j'ai commencé, c'était il y a 25 ans, c'est-à-dire que j'avais 23 ans. Et je me suis dit, pourquoi aller apporter ailleurs ce qu'on peut apporter là où il n'y en a pas, il n'y a pas. Ça ne sert à rien d'apporter dans des endroits où il y a tout ce qu'il faut, en art, en culture, et puis de laisser tomber des endroits qui sont un peu délaissés à ce niveau-là. Enfin, c'est ton métier, mais c'est une passion aussi? C'est une passion, moi je ne conçois pas de vie sans passion. C'était un peu Saint-Augustin qui disait celui qui se perd dans sa passion est moins perdu que celui qui perd sa passion. Tu fais des choses de tailles complètement différentes. Complètement différentes. Alors il y a les choses, il y a les ouvrages, il y a les œuvrements comme on appelle, qui sont destinés aux clients, et puis il y a les choses que je fais par pure fantaisie qu'on voit ici par exemple. Alors qu'est-ce qu'on a ici par exemple? Alors ici, une guitare voilà, que j'avais un petit délire. Ça, c'est un Christ que je voulais mettre sur la tombe de ma regrettée grand-mère, que je n'ai pas mis parce que j'ai eu peur qu'on me le vole. Et cet escargot, il a toute une histoire. Il a une histoire, cet escargot, c'est-à-dire que j'ai toujours été assez long au travail. Et pour me moquer de moi et de ceux qui se moquaient de moi, j'ai fait un escargot et je l'ai pris comme symbole de l'entreprise. C'est ton emblème. C'est mon emblème, voilà. Et donc, par exemple, un escargot comme ça, c'est combien de temps de travail? C'est 25 heures. Ah oui, quand même. Voilà, oui. Et donc, les pièces les plus grandes, après, c'est plutôt des portails, c'est ça? Jusqu'à 3 mètres d'eau, pas au-dessus, parce qu'après, ça pose des problèmes de manutention. Voilà. Tu fais aussi des pièces pour des églises, hein? Oui, je fais des pièces pour des églises. Et quoi, par exemple?
Alors des grilles, j'en ai fait quelques-unes des grilles, des entrées de serrure, quelques mobiliers, parce que je travaille également un petit peu le bois. Et puis j'aime bien laisser, vu qu'une église c'est communautaire, c'est pour tout le monde, j'aime bien laisser dans les églises des choses qui soient accessibles à tout le monde. Alors Samuel, là c'est donc de l'inox qui est déjà en train de chauffer, c'est ça? Oui, c'est ça. Et donc juste avant, qu'est-ce que tu as fait? Tu as découpé? Bon, on a pris un morceau dans une barre. Voilà. D'accord, parce Voilà. qu'en fait c'est ta matière première, c'est ça, c'est des grandes barres de métal. Ce sont des barres qui sont livrées en 6 mètres de long. Voilà. Ok, donc on la découpe et on la met à chauffer, et là ça fait combien de degrés? Là, elle est à 800 degrés, 850. Ok, et donc l'inox, quelles sont les particularités de ce matériau-là? Alors l'inox, comme son nom l'indique, est inoxydable. Ouais. Et en plus, c'est un matériau noble qui contient du chrome, du nickel et qui est facilement polissable, qui ne se ternit pas. Et après, qu'est-ce que tu vas faire alors? J'ai déjà ébauché la tête au pilon, au marteau pilon. Et après, je ferai les détails. Voilà. D'accord. L'objectif, c'est de faire une tête de quoi? Une tête, un bestiaire, ce qu'on appelle un bestiaire, une bestiole, qui fait partie d'un bestiaire comme on le trouve dans les cathédrales, les gargouilles, qui est D'accord. purement imaginaire et qui sort de là. Voilà. De ta tête. Voilà. Et ça prend combien de temps à réaliser par exemple une tête de dragon Ça dépend si ça va ou ça va pas. Si je suis de bonne humeur, ça va bien. Si je suis fatigué, ça va moins bien. Ça dépend, c'est très aléatoire. Mais par exemple, des fois, ça peut dépendre du climat, de l'humidité dans l'air, ou c'est plus... Non, non, c'est purement... s'il fait mauvais, je suis de mauvaise humeur. Donc ça va plus difficilement. Voilà. Alors un dragon comme ça, waouh, Voilà. génial. Bon, il n'est pas terminé. Il faudra encore le polir, le poncer. Enfin, le poncer aux disqueuses, le polir. Et puis faire les détails, voilà. Et en le polissant, il va reprendre une couleur différente, c'est ça? il sera luisant, il sera en brosseur dedans, quoi. Alors ce genre de dragon, par exemple, tu les fais pour, Des grilles. pour des grilles. En fait, la différence entre un portail industriel et un portail fait par toi, c'est la façon de travailler qui est complètement différente, en fait, c'est ça? Alors il y a deux choses. Il y a d'une part la façon de travailler, qui est peu orthodoxe, et puis la nature du travail, de l'ouvrage. C'est-à-dire que moi je fais des plans, et une fois que l'ouvrage est terminé, les plans sont détruits. Il n'y en a qu'un. C'est une prouesse de l'industrie que de pouvoir faire 10 000 choses, 10 000 ouvrages exactement les mêmes. C'est une prouesse, on ne peut pas le nier, mais c'est aussi une prouesse de faire quelque chose qui sera parfaitement unique, qu'on ne retrouvera nulle part ailleurs. Alors pour avoir quelque chose d'unique, il faut travailler avec quelqu'un d'unique, comme Samuel. Merci. Nous voici de retour à Troyes, ces petites rues, ces maisons à pans de bois. Je passe justement par la plus typique, la ruelle des chats. C'est ici que j'ai rendez-vous avec le chef Didier de Fontaine. Bonjour Didier. Bonjour. Ça va bien, merci. Très bien. Bienvenue à Troyes. Merci. Oui, et le restaurant La Mignardise. Didier, on est dans le centre historique de Troyes. Pourquoi tu t'es installé ici? Ici, alors, ça a été une rencontre avec l'immeuble. Parce que j'ai eu vraiment un coup de foudre pour cet immeuble. Ruelle des Chats, qui est quand même une rue très symbolique et la rue principale au niveau touristique de Troyes, entre là où les maisons se touchent et l'église de la Madeleine, avec son formidable jubilé et ses vitraux, qui sont deux pôles incontournables de la ville. Il y a des magnifiques maisons à colombage, la tienne voilà, et puis partout, tout à fait. partout alors là, dans le centre. Celle-ci, c'est vraiment typiquement du 16e. Ça a été reconstruit après l'incendie qui a détruit Troyes. Alors ici, on est dans la ruelle des Chats, mais on a des abeilles juste au-dessus de nos têtes. Oui, on a une petite particularité où on a un emplacement rêvé pour pouvoir installer des ruches et espérer récolter du miel quand elles travaillent bien.
Et donc, tu as déjà eu des récoltes J'ai déjà eu de des miel? récoltes, ouais. Il m'en reste un tout petit peu de l'année dernière qui n'a pas été une récolte excellente, mais bon, de bonne qualité. Allez, est-ce qu'éventuellement, on Éventuellement, pourrait le goûter? bah oui, ce j'ai miel. prévu quand même de faire honneur à mes travailleuses au-dessus, Ah, génial. en élaborant une petite recette de saison, quoi, avec des fraises et puis du miel, tout simplement. Alors Didier, qu'est-ce qu'on mange à la milliardise? Ah, l'armillardise. Alors moi, j'aime bien suivre les saisons. Ouais. Souvent, c'est le produit qui me dirige un petit peu. Donc là, en ce moment, il y a les asperges, c'est le printemps qui arrive. Après, il y a des plats aussi emblématiques comme le tourne-dos Rossini, qui est un plat que j'arrive pas à retirer de la carte parce que les clients viennent pour me le réclamer. Et puis, c'est quelque chose que j'aime bien faire. C'est une cuisine de tradition. Voilà, sur des bases vraiment traditionnelles, parce que j'ai appris le métier, on peut dire presque à l'ancienne maintenant, avec des bases vraiment traditionnelles de la cuisine française. Puis toutes les expériences que j'ai pu avoir au fil de ma carrière, voilà, qui ont nourri aussi exactement, ton travail. Mais c'est vrai que de plus en plus, je vais vers des choses de plus en plus simples, quoi, je dirais, où vraiment c'est le produit qui est mis en avant et qui dirige, quoi. Parce que quand on travaille avec des bons produits, c'est vrai que voilà, parfois, il n'y a pas besoin de... Exactement, c'est ce que disait Paul Bocuse, on fait de la bonne cuisine avec des bons produits. Didier, rien qu'à voir les couleurs qu'il y a sur ton plan de travail, moi j'ai déjà l'eau à la bouche. Alors qu'est-ce que tu vas nous préparer? Alors je vais préparer quelque chose de très simple, donc des fraises avec le miel, donc le fameux miel. Le miel des chats. Produit par le miel des chats, les abeilles de la ruelle des chats. On va mettre quelques fleurs en décoration, un petit peu de citron vert en zeste et en segment pour rehausser un petit peu la recette et puis apporter un petit peu d'acidité. Et là, c'est du romarin et de la menthe, voilà, c'est ça? Romarin et menthe qu'on peut mettre en décoration, soit les petites fleurs ou les choses. D'accord. On va accompagner d'un petit sacristain, enfin d'un biscuit feuilleté légèrement sucré. Donc bon, c'est le principe des fraises au sucre, en fait, tout simplement. Hop. Je te tiens ça. Ça, c'est le zeste de le citron zeste vert. de citron vert, voilà, un petit peu pour... Deux toutes petites cuillerées. Voilà, après, suivant le goût, suivant la quantité, les segments de citron vert, un petit peu de jus de citron vert aussi, ça apporte toujours trouver l'équilibre entre l'acidité et le sucré. Qui exauce le goût. Donc là c'est le miel de la récolte de l'année dernière, donc qui est encore crémeux quand même malgré tout. Ouais. Donc c'est un miel de bonne qualité. Après, on miel comme on veut, quoi, c'est que le dire. Ouais, ça commence à devenir voilà, un peu du sirop qui... Exactement, ouais. Elles sont bien brillantes, elles sont encore plus appétissantes que tout à l'heure. Ça donne vraiment envie, ouais. Ouais, c'est sûr que dans une coupe comme ça, c'est joli. Voilà. Hop. Après, il nous reste... On peut décorer avec quelques petites fleurs. Soit le romarin, parce que le romarin, ça s'associe très bien avec le miel. Oui, c'est vrai. Soit avec pêche, miel et romarin, c'est superbe. Et les petites fleurs que tu as choisies, qu'est-ce que c'est? Alors, on a des fleurs de capucine, on a des pensées et des violettes. D'accord. Et donc ça, si on en a dans son jardin, on peut les manger? Ah oui, ouais, s'il n'y a pas de... Faire attention, peut-être que les... Faut pas confondre, mais par voilà, contre, ouais. voilà, tout ce qui est pensée, capucine, ça devient très très joli, Voilà. en plus d'être appétissant. Donc on peut manger avec un petit biscuit, un sablé, quelque chose. C'est magnifique comme voilà. ça, Et puis en équilibre. Ouais. Il n'y a plus qu'à le goûter. Il n'y a plus qu'à déguster. Fait, hein. Bah oui, exactement. Allez, tu m'accompagnes? Merci. Bon, on en profite encore un peu visuellement. Ouais. Allez, on y va. Bon voilà, des bons produits, l'imagination d'un chef, et on est bien. Merci Très bien. Didier. Merci, je t'en prie Charlotte. Est-ce que je peux en reprendre une petite avant d'y aller? Gourmandise, n'est pas un péché. C'est une recette de saison et surtout très simple à refaire chez vous, alors n'hésitez pas. Si vous souhaitez la revoir, vous connaissez le chemin. terredefrance.tv